La mort le roi Arthur, introduction 1-3, contexte littéraire. Le roman français. D'abord, forme et source. Si Michel Zinc, en 1990, critique la désignation du roman comme genre secondaire, c'est pour sa postérité autant que pour son importance littéraire dès les premiers moments de sa naissance. Il faut pourtant reconnaître que lorsqu'il a paru au milieu du XIIe siècle, peu après la chanson de geste et la poésie lyrique, auparavant déjà constituée comme genre, le roman déploya peu à peu sa sophistication littéraire. Les démarches particulières qui furent au fondement de ce genre réflexif, intellectuel, qui souscrivit au changement de statut du destinataire autant qu'il le permit, passant d'un auditoire bénéficiant d'une lecture à voix haute, comme pour la chanson de geste et la poésie lyrique qui avaient en commun leur destination musicale, à un lecteur individuel, en firent une forme nouvelle, distincte de la chanson de geste, seul genre narratif qui lui préexistait. La structure strophique imposant le rythme à l'auditeur et les effets d'écho, les refrains, issus du style formulaire et des laisses parallèles, provoquant un bercement itératif dont se jouait le poète-chanteur et qui arrêtait une trace mémorielle fondatrice de l'ampleur épique, furent abandonnés au profit d'une linéarité aux limites prévisibles que la narration devait contourner par la reformation d'épisodes, aventures successives, conférant son homogénéité au récit. Les couplets en octosyllabes continus et à rime plate, effaçant la versification plus marquée des strophes, avant la prose, rendirent moins sensibles les effets langagiers et rythmiques du chant, pour focaliser l'intérêt du lecteur-auditeur sur le récit déroulé continuellement. L'effort de compréhension, d'interprétation, à la faveur du style, est soutenu par la structure maîtrisée, pour permettre l'élaboration d'une réflexion et d'une pensée critique chez le destinataire, mis en situation de suivre le fil textuel qui se déploie au cours de la diégèse. Ces constantes du roman médiéval, fondatrices de ce nouveau genre, parce qu'elles en donnent les premières clés interprétatives en même temps que les outils créatifs que sont la simplicité apparente, tant linguistique que stylistique, sont particulièrement intelligibles dans l'œuvre proposée cette année au concours d'agrégation. Les premiers romans français se distinguent aussi de la chanson de geste par leur sujet, adapté de l'Antiquité latine. Le roman d'Alexandre propose en 3 versions successives, de 1130 à 1190, le récit fictif de la vie et des conquêtes du roi de Macédoine, d'après le pseudo-Callisthène. Le roman de Thèbes réécrit l'histoire des enfants d'Édipe selon la Thébaïde de Stas, vers 1155. Le roman d'Énéas adapte l'Énéide de Virgile. Le roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure relate la guerre de Troie à partir de compilations latines, avant 1172. Et le roman de Brut de Weiss, formellement proche des romans dits antiques, titre, prologue, sujet initial de la migration de Brutus, arrière-petit-fils d'Énée, depuis le Latium vers la Grande-Bretagne, ouvre la voie au roman médiéval. En effet, les clercs, auteurs de ces romans, devant nécessairement lire et traduire le latin, prétendent suivre un modèle antique dans un respect et une fidélité dont ils s'exonèrent pourtant, en dépit de leur posture de philologues et d'historiens avisés, confère le prologue du roman de Troie. Le roman se veut une traduction du latin en langue romane, une mise en roman, c'est-à-dire en langue vulgaire romane par opposition au latin. Mais ce carcan étroit, en apparence, n'emprisonne pas longtemps la créativité d'auteurs qui, en adaptant les éléments d'abord langagiers puis culturels, touchent peu à peu à l'histoire elle-même pour finalement innover largement, conférant au terme roman l'acceptation de genre romanesque, selon Zinc. Ainsi peut-on observer un véritable syncrétisme culturel sur le plan religieux, puisque s'entremêlent les innovations du merveilleux médiéval, relevant de la magie, de la nécromancie, avec les restes d'une mythologie antique. L'allégorie de l'amour se mêle à la construction du personnage de Cupidon, formant ainsi différentes paraboles ou épisodes sur les peintures des sentiments, des bouleversements émotionnels chez les amants, de la faiblesse vue comme une marque de sensibilité, en même temps qu'une distinction courtoise, que la discrétion des rencontres et la finesse des ruses élèvent à la noblesse ou exonèrent partiellement du jugement terrestre. L'adultère de Guenièvre même semble immaculé tant il se distingue de la violence des passions dévorantes de Mordred. Et la jeunesse de la jeune fille vierge de toute déception porte au nu le sacrifice de la demoiselle d'Escalot. Comme la timidité est une barrière à franchir ou un combat personnel chez Chrétien de Troyes, l'élan émotionnel et les pièges qu'il renferme font de l'amour, dans La mort le roi Arthur, un sujet dramatique, au sens littéral, de moteur de l'action,
traduction du grec drama, structurant la fiction. En théâtralisant l'œuvre en une succession de scénettes amoureuses, rencontres, éloignement des amants, ruses, refus, échappées, audaces, révélations, accusations, confidences, aveux, déchéances physiques et psychologiques, autant d'épisodes parsemant l'œuvre et dont l'auteur semble effacer le rôle macrostructural en mettant en valeur leurs effets microstructuraux et leur complétude, l'auteur de La mort, le roi Arthur établit son art sur deux niveaux parallèles en interaction, l'action chevaleresque et l'amour courtois. Ces deux valeurs paraissent répartir l'être médiéval en deux versants, masculin et féminin, scindant en deux groupes les protagonistes, ceux qui aiment, Guenièvre, la demoiselle d'Escalot, et ceux qui combattent, Arthur, Gauvin, etc. Mais cette répartition n'est qu'une macrostructure apparente soulignant les enjeux du siècle arthurien, puisque les personnages moteurs de l'action, Lancelot, Mordred, appartiennent aux deux groupes, ou, dit autrement, voient leurs actions mues par les deux valeurs fondatrices. De même que la vertu de l'homme s'évalue au combat contre ses pairs, joutes, guerre et bataille, ou contre lui-même, atermoiement, hésitation, doute amoureux, de même, la vertu de la femme s'éprouve face à l'amour des hommes, comme avec le jeu des refus amoureux qui construisent en miroir la supériorité de Lancelot au sein de la chevalerie. Le refus de la demoiselle d'Escalot et le dépit de Gauvin font pendant au refus de Lancelot et à la mort de la demoiselle, où s'éprouve face à elle-même. Le doute de Guenièvre sur la loyauté de Lancelot est une épreuve qui répond à celle qui parcourt le roman et motive l'action, la révélation de l'adultère royal à Arthur. L'auteur de La mort, le roi Arthur fonde ainsi une dialectique esthétique et poétique, au sens étymologique de la création, de la facture de l'œuvre, entre les différentes dimensions structurelles de l'œuvre. Ainsi, la linéarité de l'histoire est démultipliée par les topoi tels que le bûcher de la reine, sauvé par l'intervention de l'amant, et les déplacements géographiques de la cour d'Arthur et des chevaliers, par exemple. En même temps, les va-et-vient diégétiques entre les différents lieux et cadres, orchestrés par les procédés de focalisation sur les personnages principaux et les actions qu'ils mènent, ménagent les points de rencontre des protagonistes et de séparation, de sorte que le tissage textuel semble établir un quadrillage géographique à la façon d'un jeu d'échecs. De même, la hauteur et la profondeur des deux réalités historiques, l'une sous-jacente, l'autre latente, et chacune respectivement réelle et mythique, sont amplifiées par les résonances littéraires, en particulier avec Tristan et Iseult. Ainsi, l'épaisseur psychologique de personnages en évolution aboutit dans La mort, le roi Arthur. Lancelot perd puis récupère son statut par une action de la grâce qui semble opérer, malgré le caractère profondément humain de ses erreurs tout au long du cycle. L'auteur de La mort, le roi Arthur fait preuve de tout son art dans la simplicité avec laquelle il parvient à situer son écriture à distance de l'approche holistique d'une œuvre légendaire, dont l'issue est connue, et pour laquelle les effets de retardement et d'annonce rappellent en permanence au lecteur l'importance historique de ce qui se joue sous ses yeux. La chute du siècle d'Arthur, la fin d'une époque que seul le souvenir fera ensuite vivre dans les mœurs courtoises, par les rappels culturels permanents que l'iconographie médiévale et les œuvres littéraires assumeront. Dans cette approche, le pas de côté qu'offre le style particulièrement fluide de La mort, le roi Arthur, en mêlant dialogue et narration dans les tableaux juxtaposés d'épisodes qui s'emboîtent peu à peu dans la trame textuelle pour s'analyser en termes d'effets analeptiques et proleptiques. Sur le plan diégétique, les références aux prophéties énoncées par le passé, analepse, portent en elles l'attente de leur réalisation future, prolepse. Sur le plan dramatique, les avisions influencent les décisions présentes, ou révèlent le refus des hommes du temps passé de voir l'effondrement de leur siècle, dès lors qu'elles sont mises en relation avec les actes chevaleresques ou l'aveuglement des protagonistes. On peut alors voir dans la dramatisation des passions amoureuses une mise en valeur de l'effet édificateur de la fine amour. La réincorporation des valeurs chevaleresques chez Lancelot est une construction psychologique portant le héros des faiblesses terrestres vers les forces célestes, et qui fait pendant à la destruction physique du monde d'Arthur, ou plus précisément son autodestruction, si l'on détaille le paradigme des adjuvants à cette annihilation, car elle se fait par la guerre intestine, la trahison de son propre fils et le mensonge autour de l'inceste notamment. Ce mécanisme en miroir porte Arthur, le héros roi du passé, des puissances célestes vers les déchéances terrestres.
De ce point de vue, il est notable d'une part que l'allégorie et le merveilleux semblent avoir été effacés de l'œuvre comme pour être effacés du monde dans La mort le roi Arthur, et matérialiser cette chute sur le plan littéraire. Et, d'autre part, qu'Arthur juge que personne n'est apte à porter Excalibur après lui, comme Durandal ne pouvait survivre à Roland, car sa force et son courage n'auraient plus leur pareil dans les temps à venir, certes, et comme la facture du héros à venir, dont Lancelot, par sa complexité psychologique, serait une ébauche, ne porte plus en son sein les merveilles du passé qui avaient sacralisé Arthur. Univers et sources. Le genre romanesque, en installant l'amour au centre de sa trame dramatique et en laissant foisonner les événements guerriers au gré des figurations du personnel de l'œuvre, s'inscrit dans la dialectique culturelle plus large de la courtoisie et de l'amour courtois. Ainsi, la mesure des attitudes courtoises est prise au fil des écarts entre romans antiques et romans français, pour lesquels les romans de Chrétien de Troyes constituent une étape fondatrice en énonçant la conscience d'un passé révolu à imiter ou à renouveler, comme code social relationnel idéalisé par les amours chevaleresques. La mort le roi Arthur prolonge cette veine tout en y ajoutant des variétés formelles foisonnantes, complexifiant les enjeux littéraires et diégétiques de l'œuvre, agrippant la grande histoire au mythe en circonvenant un cycle épique cohérent par une figure tutélaire organisatrice socialement et culturellement, Arthur. À l'exemple des velléités historiques des romans antiques, dont l'objectif affiché de poursuivre le récit des fondations successives à partir d'une même lignée, celle de Troie notamment, mais non exclusivement, puisqu'on trouve aussi le cycle de la Thébaïde chez Sainte-Maure, roman de Troie, et chez Weiss, Brut, dont le protagoniste suit un itinéraire géopolitique mythique en partant du Latium pour arriver en Angleterre, chez des auteurs qui se sont aussi illustrés dans la biographie généalogiste du roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, respectivement avec la chronique des ducs de Normandie et le roman de Roux. L'auteur de La mort le roi Arthur allie itinéraire héroïque et histoire géopolitique, mais en inversant les rapports proportionnels des protagonistes. En effet, la fonction historique, comme constante littéraire, s'appuie sur la présence du roi Arthur, représentant du prince réel, commanditaire des œuvres, en tant que prescripteur de normes et codes sociaux à l'usage dans le monde romanesque et fictif. Cette fonction synchronique prend une valeur mineure d'un point de vue diégétique, mais majeure d'un point de vue contextuel et normatif, tandis que l'itinéraire héroïque devient moral et initiatique tout en participant majoritairement à la diégèse et minoritairement aux normes qu'il transgresse, adultère, inceste, pour mieux les sublimer, finalement, en montrant leur évolution socio-historique depuis le monde idéal rêvé d'Arthur jusqu'au monde vraisemblable, réel de la cour. Ce pont socio-culturel opéré par le héros s'affirme non seulement dans le cadre rigide d'une noblesse qui détient les outils fictionnels, artistiques et culturels qu'elle fait produire et permet de diffuser pour sa propre notoriété, mais aussi pour s'établir en prescripteur de mode courtoise, tout en permettant de faire émerger l'individualité et la construction psychosociale comme point de départ des modifications comportementales. Là est véritablement l'écart entre roman antique et médiéval. Là se situe l'apparition d'un genre de l'individu social et autonome en construction dans un monde fictif représentant. Notons imitation et représentation comme deux traductions de mimésis. Un monde fictif représentant le réel. C'est le personnage qui fait, crée, poétise, de poiein, créer et faire, le roman. Autrement dit, c'est Lancelot qui fait le chevalier amant. Pourtant, cet effet ne fut sans doute pas recherché par les commanditaires qui voyaient davantage pour les traductions de romans antiques et l'écriture de vastes fresques dynastiques une réalisation de l'intention politique de magnification de leur volonté politique d'étatisation autour de la personne royale et de sa lignée. La monarchie française se fondant sur Charlemagne, le peuple franc sur le Troyen Francus, selon le pseudo-Frédéguerre, les Plantagenets sur Aîné. Cependant, un basculement devint nécessaire dès lors que le principe de vérité historique n'était plus déductible, dès lors que le contexte de l'Antiquité et sa force halétique fortement légitimée par les hommes d'Église, seuls détenteurs en même temps que garants de cette vérité, n'étaient plus utilisés, dès lors que la matière bretonne succéda à la matière antique. L'histoire contemporaine à l'antique, le merveilleux chrétien à la mythologie, Arthur à Charlemagne et la fiction à l'histoire, avec un H majuscule. Même dans toute son artificialité, un principe de réalité demeure opérant sur chaque épisode fictif.
et sa disparition ne pouvait se faire totalement. Le glissement eut lieu sous la forme d'un remplacement, encore plus artificiel, par un principe de vérité fictive opérant par cohérence socioculturelle et cohésion narrative, deux instances créatrices qui donnent tout leur sel non seulement à l'épaisseur des personnages, mais aussi à l'ensemble de la teneur symbolique, signifiante, servant de lien entre le monde réel et le monde fictif, pouvant servir de vérité, selon un processus analogique à celui de la fable antique, mettant en scène des animaux, Phèdre, Ésope. La tendance à la psychologie des individus représentés par les personnages, plus humains, plus réalistes, selon Frappier, peut dès lors s'envisager, au XIIIe siècle, comme un témoignage par La mort le roi Arthur de l'évolution sensible des mœurs de la cour en matière de réalisation morale. C'est un comportement pragmatique à l'œuvre ouvrant sur la compréhension des faiblesses humaines et leur sublimation par des actions révélant la valeur profonde de l'être, et non seulement de son âme sous l'action de la grâce. Cela marque une rupture par l'apparition de ce qui est conceptualisé sous le terme de mondain en regard du divin au siècle suivant, et qui opère un rééquilibrage des deux forces morales qui se partagent les attitudes humaines, celle de l'Église et celle de la noblesse. Place de La mort le roi Arthur dans le contexte littéraire. On peut noter que la matière arthurienne est centrale dans la création romanesque du siècle précédant La mort le roi Arthur, puisque les 5 romans fermement attribués à Chrétien de Troyes en sont issus. Ils accordent une importance particulière à l'amour courtois, qui est même essentiel à la diégèse et à la construction des personnages dans Érec et Énide, Cligès, le chevalier au lion et le chevalier de la charrette. Mais l'écart littéraire entre ces deux ensembles d'œuvres tient dans leur cohésion en un cycle, pour La mort le roi Arthur d'un point de vue formel, et pour la concentration de l'action de chaque roman dans un cadre spatio-temporel et autour d'un protagoniste, personnage central qui donne son nom ou son surnom à l'œuvre chez Chrétien de Troyes. La cour du roi Arthur offre un cadre préétabli, un contexte socioculturel fondant les codes mis en œuvre dans le roman, et se distinguant de ceux ayant cours dans le monde réel de la cour où évolue l'auteur, sans pour autant jouer un rôle diégétique notable chez Chrétien. Elle est en revanche au cœur même de l'enjeu dramatique, édifié au rang de crise historique pour son importance mythologique dans La mort le roi Arthur. En étant garant des valeurs immuables, posant le contexte d'évolution des personnages, le roi Arthur figure un personnage secondaire d'autorité qui arbitre la destinée des héros pour Chrétien, mais une figure tutélaire organisatrice qui stabilisait le monde bientôt déchu dans La mort le roi Arthur. Hors du temps historique et de son emprise chronologique, le roman légendaire de Chrétien s'inscrit dans le temps du mythe où les personnages apparaissent immarcessibles et où les années recommencent comme dans un nœud bien, faisant des saisons un principe de datation circulaire qui jalonne l'étendue diégétique d'échéances symboliques. Yvain doit revenir avant 1 an et un jour auprès de sa jeune épouse. La progéniture incestueuse d'Arthur doit amener sa chute. Rendons compte d'un temps de vie du chevalier. Inscrit dans l'histoire qu'il représente et les ruptures sociales qui la jalonnent, le cycle que conclut La mort le roi Arthur réconcilie le temps du mythe avec le temps historique en présentant la fin d'un monde. Il met en parallèle les perspectives téléologiques et millénaristes de la chute du siècle de la chevalerie avec celle de la perception sensible d'une aube nouvelle sur le plan socio-historique. Le héros chevalier est sujet et objet du processus actantiel, respectivement par son existence et son destin spécifique, qu'établit son surnom chez Chrétien. L'exemplarité n'a pas force de modèle avec Lancelot dans La mort le roi Arthur, puisque les écarts moraux, les hésitations et les atermoiements, de même que les douleurs et les destructions qu'il engendre, sont abordés pour la perspective d'ensemble qui oriente le regard sur le personnage, chantre de la complexité de l'âme humaine, plutôt que schéma d'une valeur portée au nu. Ainsi est-il question de la personnalité particulière du chevalier qui se lia trop longtemps avec celle qu'il aimait, Érec et Énide, de celui qui eut la force, le lion, pour allier, le chevalier au lion, comme de celui qui accepta la honte par amour, le chevalier de la charrette, ou de cet autre qui entreprit une quête très chrétienne, le comte du Graal, comme résultat objectivé de la construction d'une identité chevaleresque, dont le personnage central, rendu romanesque, est le sujet, et auquel le roman et sa quête inscrite dans les valeurs et les codes arthuriens procurent l'épaisseur diégétique chez Chrétien. Un siècle plus tard, ces qualités deviennent des motifs éculés, un ensemble de ficelles littéraires et culturelles fondant un cliché, que les auteurs peuvent non seulement utiliser comme référence, mais aussi matiner de particularités,
pour peu à peu aboutir à un degré de finesse qui prend tout son sel dans La mort, le roi Arthur. Entre temps du mythe et déroulement romanesque, les romans arthuriens de Chrétien de Troyes ouvrirent une brèche que le siècle suivant exploita en s'appuyant sur la maîtrise de l'action et du style pour attacher le héros à son temps, à entendre à la fois comme son époque et comme le rythme diégétique de l'élaboration fictionnelle de sa figure. De façon d'autant plus étroite que les épisodes formant les tableaux juxtaposés entremêlent de façon plus serrée les événements et les destinées des personnages. La marche de l'histoire, avec un grand H, inéluctable, est mise en scène par le déroulement de l'histoire, fictive, que ponctuent les dialogues. En d'autres termes, le rythme diégétique est la mimésis de la dynamique historique. Multiple et complexe, la diégèse s'adosse à une cohérence sûre des actes et des pensées. La familiarité supposée du destinataire de l'œuvre avec l'univers arthurien est lisible dans le peu d'informations données. La représentation de ce monde est parcellaire, et son personnel est considéré comme connu, autant que ses usages. Il en va de même pour les lieux traversés par les chevaliers, ou ceux constituant le théâtre d'événements particuliers. Forêts, tournois, châteaux sont à la fois emblématiques, stéréotypés en référence aux topoi évoqués, et prototypiques, uniques par leur spécificité. Le mystère, créé par l'enchevêtrement de signes à décrypter et de surprises précédant les périls pourtant annoncés, constitue le fil narratif suspendant le lecteur à la succession des événements. Les doutes des personnages sur l'abolition du monde présent sont permanents, comme un motif de mise en tension d'une action pourtant connue d'avance. Des questionnements, le jugement royal, l'issue incertaine de la reine, et des résolutions, la confiance dans le traître, l'occultation de l'inceste qui réapparaît sous forme de songe, la tension que crée l'espoir d'un chevalier qui puisse défendre la reine accusée d'un meurtre par empoisonnement. Quand la signifiance du roman, qui remplaçait la vérité référentielle chez Chrétien, conférant une valeur à l'éthique propre à la matière arthurienne, fondée sur la structure de son récit, par exemple la conjointure énoncée par le prologue d'Érec et Énide, c'est le sens du monde réel, peinant à s'élaborer, mais finalement élucidé sur le plan dramatique par l'œuvre même, qui rend réaliste la fiction romanesque dans La mort, le roi Arthur. Pour cela, le merveilleux réapparaît à travers la main qui récupère Excalibur pour très vite disparaître, comme englouti dans l'autre monde, pour laisser la place à une vision plus réaliste, moins stéréotypée de l'homme et du sens de ses actes. Au siècle précédent, dans une situation intermédiaire entre sens allégorique et littéral, le discours se proposait comme immanent au récit, établi sur une aventure intérieure du chevalier errant, dont l'aventure extérieure est la source et l'image. Selon Michel Zinc en 1990, je cite, « La figure solitaire du chevalier errant, que Chrétien a presque inventé de toutes pièces, manifeste l'enjeu de ses romans, la découverte de soi-même, de l'amour et de l'autre. » Considéré comme le meilleur représentant des valeurs chevaleresques, le troisième roman de Chrétien de Troyes est exemplaire pour son sens. Ainsi, dans Yvain, au-delà des différentes aventures, l'aboutissement du roman à la reconquête de l'amour de l'Odine prouve que peu à peu, à force de courage et d'abnégation, par sa prouesse et son renoncement, le chevalier s'ouvre aux autres et devient meilleur. Déchiré entre l'amour qu'il porte à sa dame et sa volonté de s'illustrer comme chevalier glorieux, Yvain rejoint Gauvin, mais il ne gagne qu'une vaine gloire et sa renommée reste mondaine. C'est seulement lorsqu'il cherche à reconquérir le respect de sa dame, à racheter son manquement à la parole donnée, à mettre sa force au service des autres, qu'il peut regagner son honneur. La maturité de celui qui défend les causes justes en fait un représentant juste du droit. Dans La mort, le roi Arthur, il s'agit au contraire de faire la synthèse entre prouesse et renoncement à l'adultère, puis supériorité physique et abandon à la passion amoureuse, pour finalement concilier l'acceptation de la faute à la valeur de l'homme qu'elle révèle. Déchéance du héros initial au profit de l'être faillible qui cherche à se dépasser en se fondant sur ses propres ressources psychologiques et morales, émoussé par le temps, porté par les représentants des valeurs individuelles que se répartissent les personnages secondaires. Le clivage entre les personnages marque la richesse des œuvres littéraires précédentes dans La mort, le roi Arthur. Autant que l'art des auteurs contemporains capables de renouveler le genre en rendant hommage à leurs prédécesseurs. De ce point de vue, les oppositions entre ceux des personnages dont les postures morales sont tranchées, Mordred incarnant le mal sur le plan guerrier, la demoiselle d'Escalot le bien sur le plan amoureux,
agissent comme un réau des attitudes morales plus ambivalentes, plus ténues, auxquelles le lecteur est ainsi rendu sensible pour élucider les personnalités complexes de Guenièvre, Gauvin ou Lancelot. Le siècle précédent offre un pattern psychologique simple, à partir duquel il est alors possible d'intégrer une finesse psychologique que l'action éprouve et révèle en même temps. De ce point de vue, la réflexion de Guenièvre, mise face à la possibilité de retourner à la cour, s'explique et s'analyse comme une mise en action littéraire de la construction psychologique qu'élabore peu à peu l'œuvre. On peut noter qu'à l'aune des œuvres du siècle précédent, dans La mort, le roi Arthur, la mise en jeu du thème de l'interaction entre mariage et chevalerie, sans directement proposer une approche émotionnelle, amour, courage et éthique, casuistique amoureuse, héroïsme, du contexte socio-culturel du Moyen-Âge, ouvre, selon Frappier en 1969, sur une description de l'univers moral fondant la quête initiatique de la conscience chevaleresque. Une dynamique évoluant sur la tension entre résolution difficile et rencontre et ou confrontation, devenues des aspirations vaines, permet à l'œuvre de déployer toute sa puissance rationnelle, inscrivant l'action au cœur de l'histoire racontée. Ce registre qui touche les sentiments, les émotions, les représentations morales et les dynamiques psychiques qui permettent l'élaboration du personnel romanesque est au centre de l'herméneutique de La mort, le roi Arthur. En effet, il s'agit de considérer le roman et le personnel qu'il fait vivre comme des supports psychologiques propres à influencer les mœurs ou à répondre aux attentes des commanditaires supposés ou de leurs représentants. Ainsi, y a-t-il un déplacement de l'intérêt porté à la ruse, aux moyens stratégiques élaborés par le héros pour dépasser les autres et réussir les épreuves qui lui sont proposées, ou à la force physique, à la supériorité technique et soldatesque d'un chevalier réussissant successivement toutes les épreuves qui lui sont opposées, vers une poétique morale d'un personnage devenant un exemple des circonvolutions qu'emploie la vertu pour se manifester en l'être valeureux qu'est Lancelot. Des points de vue chevaleresques et courtois, au nombre desquels sont la fidélité, à l'amour courtois véritable que s'offrent les deux amants adultères, et la loyauté envers les espoirs chevaleresques que le roi porte en son meilleur chevalier. Ce glissement est opéré par la construction d'une histoire dont la dynamique est non l'accomplissement d'actes surhumains, les péripéties du schéma narratif, mais l'évolution psychologique du protagoniste. C'est à partir de là que l'on peut envisager l'interprétation symbolique de la prouesse de Lancelot comme une représentation issue des textes patristiques. La justice rendue envers la reine pour l'accusation calomnieuse grâce à la supériorité du chevalier, la grâce entraînant Lancelot vers un renoncement à sa passion, la vertu de la reine qui s'exile hors du monde et termine sa vie dans la réconciliation avec les valeurs pieuses. Si l'on considère l'approche casuistique pour étudier la thématique amoureuse, la symbolique de l'amour courtois représentée par la demoiselle d'Escalot sert de repoussoir par rapport aux passions violentes de Mordray, faisant apparaître la question de l'amour impossible et du joie, plaisir latent, insatisfait des amours interdites et refusées, et aux affres parfois cruels, sous l'aspect des difficultés et des épreuves subséquentes, mettant au jour le conflit éthique sous-jacent. La disharmonie des principes latents, ténus mais accessibles aux lecteurs contemporains, se lit dans leur juxtaposition qui leur donne l'apparence de palinodie. Changement d'humeur de la reine entre fidèle aux valeurs qu'impose son rang et peur d'être trahie par son amant. Dans une approche comparatiste des œuvres de sources antiques et d'influence celtique, les deux traditions traversent l'imaginaire arthurien et se lisent malgré la spécificité de l'écriture en roman, langue et genre. Ainsi, l'évaluation du ton pose problème comme pour chaque œuvre médiévale. L'esthétique de la distance ou la simplicité du style sont des clés interprétatives non négligeables en ce qu'elles effacent la perception de la voix de l'auteur au profit des différentes voix des protagonistes qui s'insèrent dans la narration.